Au bord du Texas, là où le désert rencontre le fil barbelé et où la loi se transforme en rumeur, un groupe de Hells Angels tomba sur quelque chose de trop structuré pour être une coïncidence. Ce qu'ils avaient trouvé n'était pas un gang rival. C'était une machine, un empire de cartels de 10 milliards de dollars cachés à l'intérieur des routes commerciales américaines. Les Angels pensaient avoir déjà vu tout ce que la frontière pouvait dissimuler. Puis ils ont vu ceci, et ce qui s'ensuivit brouilla à jamais la frontière entre hors-la-loi et entreprise. Police call the crime scene at the Twin Peaks Bar and Grill among the most violent and gruesome they've ever seen. A brawl between 5 rival motorcycle gangs leaves 9 dead and 18 wounded. At last count, we have 170 individuals that we have arrested. Those individuals are being charged. L'alerte de la frontière. Tout commença par un scintillement sur un écran à l'intérieur d'une remorque des douanes et de la protection des frontières. Un drone détecta des signatures thermiques provenant d'un groupe de remorques près de Laredo. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que les analystes voient le motif thermique. Ce n'était pas des moteurs, c'était une activité chimique. En quelques heures, un rapport de terrain circula entre 3 agences. Les coordonnées menaient à un complexe d'entrepôts qui n'existait dans aucune base de données de l'État. Les images satellites montraient ce mouvement à des heures étranges. Des semi-remorques entrant et sortant en convoi, escortés par des motos. Les plaques d'immatriculation remontaient à des membres enregistrés du club des Hells Angels. Le timing n'avait aucun sens. Les Angels n'avaient aucune section connue opérant aussi profondément dans le sud du Texas. C'était un territoire de cartel, fortement surveillé, observé et disputé. Mais l'écusson sur ses vestes était indubitable. Cela signifiait soit qu'une alliance avait été formée, soit que quelqu'un testait les limites du chaos. Des adjoints locaux effectuèrent un passage discret. Depuis la route, cela semblait innocent. Bardage métallique, grillage, une rangée de conteneurs maritimes. Aucun garde, aucune lumière. Mais l'odeur parlait. Solvant industriel, métal brûlé, une légère piqûre chimique. À l'intérieur, quelque chose de bien plus important que du travail de moto était en cours. Le premier indice tangible apparut lors d'un contrôle routier 2 villes plus loin. Un semi-remorque, arrêté pour un feu arrière cassé, révéla un compartiment caché rempli de verreries de laboratoire recouverte d'un résidu blanc. L'itinéraire sur le GPS du conducteur correspondait aux coordonnées de l'entrepôt. Ce n'était pas du trafic aléatoire. C'était une chaîne d'approvisionnement. Les unités fédérales se mobilisèrent discrètement. La surveillance aérienne confirma ce que les yeux locaux ne pouvaient pas voir. Une activité nocturne constante, des camions se chargeant sous des projecteurs, des hommes à moto patrouillant comme des sentinelles. Le site avait ses propres générateurs, réservoirs d'eau et ce qui semblait être des conduits de ventilation menant sous terre. À la 3e semaine, les agences avaient assez d'informations pour intervenir. Mais chaque fois qu'une équipe se préparait, le site se vidait. Les camions disparaissaient. Les lumières s'éteignaient. L'activité retombait à zéro. Quelqu'un, à l'intérieur, divulguait des informations. Le schéma se répéta jusqu'à ce que les analystes remarquent que les fuites coïncidaient avec les débriefings internes. Le réseau n'était pas hors d'atteinte du gouvernement. Il était en son sein. Lorsque le raid eut enfin lieu, il n'y avait plus rien à saisir. Fût vide, traces de brûlures, résidus de précurseurs chimiques et empreintes de pneus menant vers le sud. Cela ressemblait à un nettoyage effectué par des professionnels. Tout ce qui avait été produit avait disparu. Le rapport se termina par une note unique. Probable relocalisation vers une installation alternative dans les 48 heures. Possible lien avec une présence motocycliste organisée opérant sous protection de cartel. L'enquête aurait pu s'arrêter là, mais un second flux de drones capta un nouvel ensemble de coordonnées. Un nouveau groupe de camions se dirigeant vers le nord, escortés par les mêmes motos. La traque reprit. Les Angels au Texas. Les Hells Angels avaient passé des décennies à s'étendre au-delà des frontières, mais le Texas avait toujours été leur ligne blanche, tracée par les bandidos, défendue dans le sang. Cette ligne avait finalement été franchie. Contrairement aux incursions précédentes, ce n'était pas une démonstration de domination. C'était stratégique.
Les Angels ne cherchaient pas un territoire. Ils installaient une infrastructure. Leur arrivée coïncida avec une hausse soudaine de sociétés de transport non enregistrées apparaissant le long du corridor de l'Interstate 35. Chacune listait des directeurs identiques, de fausses adresses et des dépôts de capital provenant de comptes offshore. Derrière ces papiers se trouvaient des bikers sans antécédents commerciaux, mais avec des dossiers juridiques impeccables, des hommes de paille créés pour la dénégation plausible. Ils arrivèrent avec des flottes de plateaux et de remorques réfrigérées. Leur manifeste de cargaison était barre propre, pièces automobiles, engrais, biens de consommation. Mais les registres des postes de pesée ne correspondaient pas aux charges déclarées. Les écarts étaient suffisamment faibles pour passer à travers les audits, mais suffisamment constants pour signaler de la contrebande. Les Angels utilisèrent ce qu'ils avaient perfectionné pendant des décennies, mobilité et loyauté. Personne ne s'interrogeait sur un convoi de Harley suivant un camion de fret sur des routes rurales. Ils étaient invisibles parce que tout le monde s'attendait à les voir. Pendant que les forces de l'ordre poursuivaient les passeurs du désert et les mules de la frontière, les Angels passaient par des ports légaux, avec une documentation commerciale. Chaque expédition était préapprouvée par des courtiers qui ignoraient travailler pour une entreprise criminelle. Le système ne défaillait pas. Il fonctionnait exactement comme prévu, pour ceux qui savaient l'utiliser. À l'intérieur de la hiérarchie biker, l'implantation au Texas était présentée comme une expansion logistique. Nouveaux contrats, nouveaux partenaires. Les membres pensaient transporter du fret légal. La vérité était dissimulée sous une terminologie codée. Cargaison 1 signifiait précurseur. Cargaison 2 signifiait pilule finie. Course de maintenance signifiait réapprovisionnement des laboratoires. La chaîne de commandement gardait l'information fragmentée. Seuls les 3 principaux coordinateurs voyaient l'ensemble du tableau. À la mi-année, la surveillance relia les sections texanes à au moins 6 expéditions transfrontalières circulant par Laredo et Eagle Pass. Chaque convoi alternait plaques et manifestes pour éviter la détection. Chaque route se terminait dans un nœud de distribution quelque part au nord, Dallas, Tulsa ou Phoenix, où le produit disparaissait dans des chaînes d'approvisionnement légitimes. Les Hells Angels avaient évolué d'un club biker de rue en un réseau international de messagerie. Ils étaient devenus ce que les cartels ne pouvaient pas légalement construire, un bras domestique dissimulé au cœur même du commerce américain. La transformation n'était plus une question de rébellion ou de fraternité. C'était du business, précis, évolutif et presque invisible. Ce qui avait commencé comme un simple entrepôt dans le sud du Texas s'était transformé en une toile s'étendant sur 5 États. Chaque entrepôt alimentait le suivant. Chaque camion respectait le timing. Chaque route transportait la même cargaison invisible. Les Angels avaient cessé de courir après la liberté et avaient trouvé quelque chose de beaucoup plus puissant, le contrôle. L'empire des 10 milliards de dollars. La première fois que les analystes calculèrent la trace des revenus, le chiffre n'avait aucun sens. 10 milliards de dollars. Pas un potentiel, pas une valeur de rue, un flux transactionnel réel lié à des routes de fret, des sociétés écrans et des dépôts bancaires récurrents qui suivaient des schémas trop nets pour être aléatoires. L'Empire n'était pas un seul gang ni un seul cartel. C'était un mécanisme synchronisé construit à travers les frontières. Le Mexique produisait, les Angels transportaient, les courtiers blanchissaient, les sociétés offshore réinvestissaient. Le système fonctionnait comme une multinationale, les hiérarchies remplacées par des contrats. La violence remplacée par la logistique. Chaque partie du réseau générait des documents légitimes. Les connaissements existaient. Les dédouanements existaient. Les polices d'assurance existaient. C'était du crime déguisé en commerce. Au sommet se trouvaient des importateurs enregistrés sous des catégories inoffensives, compléments agricoles, agents de nettoyage et revêtements automobiles. Chaque conteneur d'importation transportait des produits légitimes à l'avant
et des précurseurs contrôlés cachés dans des caisses à double paroi. Les documents correspondaient. Les inspecteurs poursuivaient leur route. De là, les matériaux rejoignaient de petites installations dans le nord du Mexique, des super laboratoires déguisés en usines alimentaires ou en ateliers mécaniques. Des chimistes locaux convertissaient les expéditions en produits finis, puis scellaient le tout dans des fûts sous vide étiquetés comme pièces détachées. Les chargements traversèrent la frontière sous des contrats américains, signés par des sociétés de transport appartenant techniquement à des filiales des Hells Angels. Chaque camion avait une escorte assignée, 2 à 4 bikers suivant quelques kilomètres derrière, scrutant les patrouilles ou les voleurs. Les convois fonctionnaient selon des horaires stricts. Aucun arrêt de plus de 7 minutes, aucun détour, aucun téléphone. Une panne signifiait un transfert immédiat vers un véhicule de secours positionné exactement 45 minutes derrière. Rien dans l'opération n'était improvisé. Une fois au nord, le fret entrait dans des circuits d'entrepôts s'étendant de Laredo à Oklahoma City, puis bifurquant vers l'est en direction d'Atlanta et vers l'ouest en direction de Phoenix. Chaque installation conservait le produit moins d'une journée. Les manifestes changeaient à chaque transfert, effaçant sa trace par le volume. L'argent circulait plus vite que le fret. Les recettes étaient divisées instantanément. 30% pour les fournisseurs de fabrication, 20% pour la distribution, le reste filtré à travers des fronts d'investissement, partenariats immobiliers, concessions automobiles, même des start-up d'énergie renouvelable. Chaque dollar semblait légitime une fois à la banque. Le total de 10 milliards n'avait pas été construit du jour au lendemain. C'était le profit cumulatif d'un écosystème perfectionné par la répétition. Chaque chargement qui arrivait à destination en alimentait 5 autres. Chaque petit succès finançait une infrastructure plus importante. À son apogée, des centaines de camions traversaient les frontières des États chaque jour, transportant l'économie d'un empire qui officiellement n'existait pas. Les Angels appelaient cela une expansion. Les cartels appelaient cela de l'efficacité. Les agences fédérales l'appelaient invisible, mais l'invisibilité ne dure jamais. Des motifs apparurent dans des endroits qui ne devraient pas se connecter. Des numéros de factures identiques apparaissant dans 2 États, des numéros 20 clonés sur des remorques de transport, des certificats d'assurance dupliqués déposés sous des LLC distinctes. Une équipe de criminalistique numérique finit par cartographier des adresses IP qui se chevauchaient, liant des soumissions douanières à un seul hub réseau à Dallas, enregistré à une entreprise de gestion de fret appartenant à un ancien Angel. Cette découverte exposa le cœur de l'opération, le centre de commande coordonnant les expéditions en temps réel. De là, des systèmes chiffrés géraient chaque camion, chaque paiement, chaque plan de contingence. Le réseau avait dépassé la contrebande. Il était devenu une automatisation. Et l'automatisation signifiait l'échelle. Chaque route doublait la production. Chaque faille, une fois validée, se répliquait à l'échelle nationale. 10 milliards n'était pas une ambition. C'était le résultat naturel d'une machine construite sans freins moraux. Les réseaux de cartels à la frontière du Texas. La frontière texane est plus qu'une ligne. C'est un organisme vivant qui se nourrit de mouvements. Chaque port, chaque étendue de route désertique, chaque poste d'inspection pulse au rythme du commerce. Caché dans ce rythme se trouvent des artères appartenant aux cartels, Sinaloa, Gulf, Jalisco, nouvelle génération. Chacun contrôlant son corridor comme un fief. Pendant des décennies, ces groupes ont compté sur des coursiers, des tunnels et des fonctionnaires corrompus pour faire monter les stupéfiants au nord et descendre l'argent liquide au sud. Mais le fentanyl a tout changé. Sa puissance compacte a effondré la chaîne d'approvisionnement. Un seul kilogramme pouvait empoisonner une ville. Ce dont les cartels avaient besoin désormais, ce n'était pas de discrétion, c'était de rapidité et de constance. Cette demande fit entrer les Angels dans l'équation. Contrairement aux chauffeurs des cartels, ils parlaient un anglais parfait,
comprenait les réglementations fédérales et possédait déjà des flottes de véhicules autorisés au commerce inter-États. Il fournissait ce qu'aucun cartel ne pouvait fabriquer: la confiance véhiculée par un accent américain et une plaque d'immatriculation légale. Les cartels s'adaptèrent rapidement. Ils cartographièrent les routes des Angels, placèrent des superviseurs au point de transfert et synchronisèrent les calendriers de livraison avec les cycles de production chimique. Le résultat fut une boucle sans friction: expédition de précurseurs en provenance d'Asie vers les ports mexicains, conversion en produits finis dans des superlaboratoires du Nord, transfert à des transporteurs bikers à la frontière et distribution à travers les voies de fret américaines. Chaque faction en bénéficiait. Les producteurs mexicains déchargeaient le risque à la rivière. Les Angels empochaient des frais logistiques qui dépassaient de loin tout ce qu'ils avaient gagné avec le trafic d'armes ou le racket. Les intermédiaires, courtiers en douane, propriétaires d'entrepôts, mécaniciens, recevaient des primes discrètes pour détourner le regard. Le sous-ventre de la frontière devint industriel. Les analystes du renseignement remarquèrent le schéma trop tard. Au moment où les groupes d'intervention cartographièrent le flux, les corridors s'étaient multipliés. Chaque cartel maintenait une redondance. Si une route fermait, deux autres s'ouvraient du jour au lendemain par des passages privés ou des voies commerciales légales. Le système fonctionnait comme des têtes d'hydre. En couper une en faisait apparaître deux. Les bases de données des forces de l'ordre se remplirent d'images partielles: saisies de véhicules sans conducteur, résidus chimiques sans propriétaire, stocks d'argent sans nom. Le tissu conjonctif restait caché derrière des sociétés écrans, enregistrées par des avocats qui n'avaient jamais rencontré leurs clients. Chaque élément de l'empire était déniable. Même entre les cartels rivaux, les disputes territoriales s'estompèrent, car les marges bénéficiaires étaient trop élevées pour risquer un conflit ouvert. Ils coordonnaient discrètement via des intermédiaires partagés: auditeurs de fret, gestionnaires de crypto, comptables, transformant la concurrence en collaboration. La frontière cessa d'être divisée par allégeance et commença à être divisée par efficacité. Le Texas devint le passage préféré, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était actif. Des millions de camions légitimes traversaient chaque année, chacun étant un déguisement parfait. Les Angels apprirent à disparaître dans le bruit, transportant du fret illicite sous le couvert du commerce national. À la fin de 2024, des sections entières de la frontière étaient effectivement privatisées par une logistique criminelle. Des gares de fret fonctionnaient jour et nuit, certaines gérées par des entreprises légitimes, d'autres par des façades ne répondant à personne. Le flux de drogue synthétique dépassa les narcotiques traditionnels pour la première fois, signalant une transformation que même les trafiquants chevronnés n'avaient pas anticipée. Les cartels avaient construit l'offre. Les Angels avaient construit la livraison. Ensemble, ils avaient créé un organisme hybride qu'aucune arrestation, aucun raid, aucun mur frontalier ne pouvait tuer. Et tandis que les agences tentèrent de réagir, la machine ne faisait que croître, apprenant, s'adaptant, se répandant. Le partenariat improbable. Some of the Hells Angels have this afternoon gathered here for a meeting. They're not prepared to give me an interview on camera, but they've told me that they expect to obey the truce. They were addressed by the Hells Angel nicknamed Blondie, who served time as an accomplice in a double murder. He's one of the two men who signed the truce. He told me this will be a permanent peace. L'alliance entre les Hells Angels et les cartels mexicains commença comme un arrangement commercial temporaire, une expérience née de la nécessité. Aucun des deux camps ne faisait confiance à l'autre, mais tous deux comprenaient que le profit pouvait faire taire la paranoïa. Les cartels avaient perfectionné la fabrication. Les Angels avaient perfectionné le mouvement. Entre eux s'étendait la frontière la plus surveillée du continent, et pourtant chacun savait comment se glisser dans ses fissures. Cela commença petit. Quelques entrepôts partagés près de Reynosa, quelques essais à faible volume à travers des routes secondaires,
des contrats écrits en code et scellés par l'intimidation plutôt que par des signatures. La première opération conjointe réussit avec une telle précision que la nouvelle se répandit instantanément dans les deux mondes. Aucune perte, aucune saisie, aucun bruit. Les cartels appelèrent de la nouvelle route la Sombra, l'ombre. Les chargements se déplaçaient entièrement de nuit, guidés par des bikers équipés de traceurs chiffrés et de convois de diversion. Chaque camion transportait 2 manifestes, un légal, un réel. Si la douane contrôlait, elle trouvait des tuyaux en acier ou des produits surgelés. Sinon, les compartiments cachés poursuivaient leur route au nord, chargés de précurseurs chimiques et de comprimés de fentanyl finis. Les Angels comprirent rapidement le potentiel. Ils n'étaient pas seulement des transporteurs, ils étaient des intermédiaires entre deux économies. Ils pouvaient facturer des frais, contrôler les horaires, voire dicter les prix. Et tandis que les cartels régnaient par la peur, les Angels opéraient avec discipline, suivant des protocoles logistiques rivalisant avec les chaînes d'approvisionnement militaires. Avec le temps, la hiérarchie céda la place à l'hybridation. Les coursiers des cartels commencèrent à s'habiller comme des bikers pour traverser inaperçus. Les Angels adoptèrent les systèmes de chiffrement des cartels pour leur communication. Chacun apprit de l'autre jusqu'à ce que la distinction devienne floue. Ils n'étaient plus des alliés, ils étaient des composants d'un même organisme en évolution. Le partenariat prospéra car il était mutuellement bénéfique et impitoyablement efficace. Les Angels recevaient des flux de revenus réguliers, isolés des risques de rue. Les cartels obtenaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu, une dénégation plausible à l'intérieur des États-Unis. Les groupes fédéraux avaient du mal à relier les points parce que chaque nœud semblait local. Mais les déplacements de pouvoir sont inévitables. À mesure que l'empire logistique des Angels s'étendait, leur appétit d'indépendance grandissait. Ils commencèrent à gérer directement les expéditions, à négocier avec les fournisseurs de produits chimiques et à détourner discrètement certains chargements sans en informer leurs partenaires du Sud. Les profits étaient astronomiques et la tentation trop forte. Lorsque des écarts apparurent dans les bilans de revenus, la suspicion suivit. Les cartels envoyèrent des auditeurs déguisés en entrepreneurs pour inspecter les entrepôts américains. 2 ne revinrent jamais. Les Angels nièrent toute implication, mais la surveillance capta des membres du chapitre supervisant des éliminations nocturnes dans des champs désertiques près du comté de Zapata. Le message était clair. Le partenariat avait une date d'expiration. Pourtant, les deux camps continuèrent, car démanteler le réseau reviendrait à détruire la veine d'or qui les nourrissait. Chaque mois de coopération rapportait des centaines de millions. Chaque camion franchissant la frontière renforçait l'illusion que rien ne pouvait mal tourner. Mais les fissures s'élargirent. De petits gangs, restes de clubs régionaux et micro-cartels, commencèrent à exploiter le chaos, détournant des cargaisons et volant du produit. Ce qui suivit fut une série d'homicides, en représailles déguisés en accidents routiers. Des véhicules brûlés devinrent des avertissements pour quiconque interférerait. Le partenariat qui avait commencé comme un accord commercial avait muté en une guerre silencieuse de contrôle. Le cartel voulait l'obéissance. Les Angels voulaient l'autonomie. Aucun n'était prêt à plier. Et tandis que les deux camps se sabotaient discrètement, l'empire qu'ils avaient construit ensemble commença à se nourrir de lui-même, une machine imparable broyant tous ceux qui se trouvaient en son sein. Fentanyl, super laboratoire et la chaîne d'approvisionnement. Le fentanyl a tout changé. Ce n'était pas une drogue. C'était une révolution déguisée en poudre. Sa puissance rendait la contrebande simple, ses marges de profit obscènes et sa chimie impossible à contenir. Les laboratoires des cartels dans le nord du Mexique n'étaient plus des cabanes cachées ou des huttes dans la jungle. C'étaient des usines industrielles camouflées en installations agricoles, chacune capable de produire des centaines de milliers de pilules contrefaites par jour. Les chaînes de production tournaient 24 heures sur 24.
tables en acier inoxydable, mélangeurs industriels, presses à comprimer, toutes opérées par des techniciens qui comprenaient la chimie mieux que les forces de l'ordre ne comprenaient leur ennemi. Une fois raffiné, le fentanyl de base était pressé en pilules indiscernables, de véritables produits pharmaceutiques. Le marché ne voulait pas seulement des drogues, il voulait une apparence de sécurité. Les contrefaçons offraient cette illusion. Les pilules semblaient professionnelles, tamponnées, polies et soigneusement mises en bouteille. Seules des analyses chimiques révélaient leur puissance, des doses des centaines de fois plus fortes que la morphine. Le système de distribution alimentant ces pilules vers les États-Unis était une merveille logistique. Il fonctionnait avec des couches de redondance, de secret et d'automatisation. Les Hells Angels géraient le mouvement vers le nord en utilisant les mêmes méthodes qui avaient autrefois fait d'eux des légendes de la conduite d'endurance. Coordination, timing et contrôle absolu de leur route. Des convois de semi-remorques roulaient dans la nuit, certains escortés par des bikers, d'autres fonctionnant silencieusement avec des traceurs GPS. Chaque camion transportait une double cargaison, des marchandises légitimes au-dessus, la mort en dessous. Des barils étiquetés comme lubrifiants industriels dissimulaient des pilules de fentanyl scellées sous vide. Des conteneurs de ciment en poudre masquaient des résidus de précurseurs. Chaque camion qui traversait sans inspection signifiait des millions gagnés. Les routes variaient constamment. Une semaine, les expéditions passaient par Eagle Pass sous couvert de fruits de mer surgelés. La suivante, elles passaient par El Paso, étiquetées comme pièces mécaniques. La vitesse d'adaptation maintenait les forces de l'ordre réactives, jamais prédictives. L'échelle était stupéfiante. À la mi-2024, les analystes estimaient que près de 60% de tout le fentanyl entrant aux États-Unis était lié directement ou indirectement aux chaînes logistiques opérées ou influencées par le réseau des Hells Angels. Ce qui avait commencé comme un partenariat était devenu une domination. Les cartels contrôlaient encore la fabrication, mais ils perdirent la main sur la distribution. L'infrastructure des Angels à l'intérieur des États-Unis leur donnait un avantage que le Mexique ne pouvait égaler. Ils contrôlaient les entrepôts, les entreprises de transport et le dernier kilomètre de livraison. Il ne s'agissait plus de vendre des drogues. Il s'agissait de posséder le chemin que parcouraient ces drogues. Les super-laboratoires continuaient de croître, alimentant un marché insatiable. Lorsqu'un se fermait, un autre apparaissait en quelques jours, utilisant la même machinerie et même les mêmes travailleurs. Chacun était protégé par des couches de corruption et de sécurité armée. Les produits chimiques arrivaient d'Asie déguisés en solvants de nettoyage, filtrés par des entreprises d'expédition légitimes et traités en moins de 48 heures. Au moment où les forces de l'ordre retraçaient un seul lot, il avait déjà été reproduit 1 millier de fois. Chaque variante modifiait légèrement son empreinte chimique, rendant l'identification presque inutile. La DEA pouvait saisir des cargaisons en tonnes, mais statistiquement, cela ne changeait rien. L'offre dépassait l'interception de plusieurs ordres de grandeur. À l'intérieur du réseau des Angels, le commerce était traité comme une campagne militaire. Les routes étaient nommées, cartographiées et minutées à la minute près. Un conducteur qui manquait un point de contrôle de plus de 10 minutes était signalé pour remplacement. Chaque convoi avait des véhicules de secours, des points de dépôt alternatifs et des canaux de communication codés changeant chaque semaine. De loin, cela ressemblait au chaos. De près, c'était de la précision, un rythme mécanique fonctionnant sous l'illusion du désordre. Et pendant que les gouvernements débattaient de politique, le produit continuait d'avancer. Les camions roulaient, l'argent circulait, et l'empire invisible s'étendait encore plus profondément au cœur de l'Amérique. Le poison du cartel avait trouvé son transporteur parfait, et les Hells Angels avaient trouvé leur évolution à plusieurs milliards de dollars. Le raid, la confrontation, l'assaut se déroula avant l'aube.
aucun avertissement, aucun bruit jusqu'à ce que les premières pales d'hélicoptères déchirent l'air du désert. Pendant des mois, des équipes de surveillance avaient rassemblé des données provenant de signaux téléphoniques, de transferts bancaires et d'images satellites, toutes pointant vers un complexe d'entrepôts près du comté de Zapata, l'un des dizaines suspectés d'acheminer des cargaisons de fentanyl vers le réseau américain. La précision de l'opération ne laissait aucune place à l'erreur. Chaque agence impliquée voulait un titre de presse. Chaque agent connaissait le coup si cela tournait mal. À 4h12, les unités tactiques se mirent en position. Le complexe semblait ordinaire. Murs en acier ondulé, conteneurs à moitié enterrés et une légère odeur de carburant. Mais derrière ces murs fonctionnait un système 24 heures sur 24. Chariots élévateurs, presse à pilules, barils de résidus chimiques et un hub logistique lié à plus d'une centaine de camions à travers l'État. Les Hells Angels l'avaient fortifié sans attirer l'attention. Des capteurs de mouvement bordaient la clôture. Les caméras diffusaient vers un réseau cloud acheminé par des serveurs du Nevada. La première brèche fut chirurgicale. Des charges explosives ouvrirent le portail latéral en moins de 3 secondes. Les projecteurs s'allumèrent, peignant la nuit de blancheur. Des hommes se dispersèrent entre les camions, essayant de fuir ou de détruire des preuves. Des moteurs rugirent, des pneus hurlèrent, mais il n'y avait nulle part où aller. Les agents prirent d'assaut le complexe, criant les uns sur les autres, tandis que la fumée envahissait la cour. Des coups de feu suivirent. Pas des tirs sauvages, mais des rafales mesurées provenant de fusils qui n'appartenaient pas à des amateurs. En quelques minutes, l'un des semi-remorques prit feu. Les flammes illuminèrent des piles de barils étiquetés comme lubrifiants, maintenant en train de fondre sous la chaleur. À l'intérieur, les étiquettes se décollaient, révélant des codes chimiques liés aux précurseurs utilisés pour la synthèse du fentanyl. Toute l'opération était industrielle, efficace et illégale jusqu'au cœur. Une deuxième brèche frappa, l'aile arrière du stockage, découvrant des moules de pilules contrefaites et des systèmes de convoyeurs conçus pour imiter l'emballage pharmaceutique. Chaque presse pouvait produire des milliers de pilules par heure. Les Angels n'étaient mis à plus seulement des distributeurs. Ils fabriquaient ce désormais sur le sol américain. Le combat dura moins de 15 minutes, mais les conséquences prendraient des années à être contenues. 27 suspects furent arrêtés. Chauffeurs, techniciens et agents de sécurité armés. Certains portèrent des coupes de bikers non marquées. D'autres avaient des identités liées à des entreprises logistiques sous enquête. Ce qui frappa le plus les enquêteurs fut leur calme. Pas de panique, pas de confusion, juste du silence, comme s'ils savaient que cela faisait partie du plan. Au lever du soleil, le complexe fumait encore. Les vapeurs chimiques se mêlaient au diesel brûlé. Les agents collectèrent des tonnes de preuves, registres, disques durs, étiquettes contrefaites, mais la moitié des données avaient déjà été effacées à distance. Quelqu'un avait coupé le système avant la brèche, effaçant des dossiers financiers clés. Des heures plus tard, alors que les médias diffusaient en boucle les images d'hélicoptères et d'explosions, des unités de renseignement retraçaient une impulsion de données cryptées envoyée quelques instants avant le raid. Elle provenait de l'intérieur du réseau de la Task Force. Une fuite, encore. Les Angels avaient été prévenus. Ce que les agents avaient trouvé n'était que la coquille d'une opération déjà en train de se déplacer ailleurs. Le raid avait exposé leur existence, mais n'avait pas réussi à les neutraliser. En quelques jours, des messages apparurent sur les canaux des cartels. La riposte était imminente. Le récit s'inversa du jour au lendemain. Chaque camp blâmant l'autre, chacun convaincu d'avoir été trahi. Le partenariat qui avait autrefois alimenté un empire de 10 milliards de dollars venait de s'effondrer sous sa propre paranoïa. La frontière n'était plus calme. Elle se préparait à la guerre. Réponse des forces de l'ordre et faille de compétences. Le succès du raid paraissait impressionnant à la caméra. Un triomphe fédéral enveloppé de fumée et de flammes. Mais derrière les conférences de presse, la réalité était le chaos.
Plusieurs agences revendiquaient l'autorité. Personne n'avait la pleine compétence. La DEA dirigeait l'application des stupéfiants. Homeland Security surveillait la logistique, l'ATF traquait les armes et les shérifs locaux géraient les arrestations. En théorie, la coordination fonctionnait. En pratique, elle se fracturait dès que les preuves entraient dans la chaîne de possession. Les dossiers se dupliquèrent, les rapports se contredisaient, les mandats se chevauchaient. Les mêmes suspects apparaissaient dans 3 bases de données différentes, sous 3 numéros d'affaires distincts. Lorsque les enquêteurs tentèrent d'aligner les chronologies, ils découvrirent que chaque agence suivait l'opération séparément, ignorant que leurs cibles étaient identiques. Le résultat fut un brouillard bureaucratique, un bouclier parfait pour les criminels encore en fuite. Le système juridique trébucha ensuite. Les procureurs de l'État réclamèrent l'autorité locale, puisque les saisies avaient eu lieu dans les limites du comté. Les tribunaux fédéraux exigèrent l'extradition pour crimes inter-États. Procès retardés. Preuves égarées. Suspects libérés pour vice de procédure. Le raid avait offert une victoire médiatique, pas une résolution. Pendant ce temps, les représailles commencèrent à remonter vers le nord. Une semaine après l'opération, 2 dépôts de fret associés à des sociétés liées aux Angels prirent feu. Les enquêteurs en incendie confirmèrent l'utilisation d'accélérants compatibles avec des mélanges de sabotage de grade carburant utilisés au Mexique. Quelques jours plus tard, des agents frontaliers interceptèrent une camionnette chargée d'explosifs en route vers une planque appartenant à un cartel rival. Les 2 camps frappaient, non pas contre les forces de l'ordre, mais les uns contre les autres. Pour les agents sur le terrain, il devint clair qu'ils avaient marché au cœur d'une tempête bien plus vaste qu'une simple affaire de contrebande. Les briefings de renseignement alertèrent sur plusieurs cellules dormantes, intégrées dans des hubs logistiques à travers le Texas, l'Oklahoma et la Louisiane. Chacune opérait de manière autonome, rendant une neutralisation centralisée presque impossible. La pression politique s'intensifia. Les gouverneurs exigèrent des comptes, tandis que les dirigeants fédéraux esquivaient la responsabilité. Les fonds furent réaffectés, les task forces multipliées, mais le problème fondamental restait inchangé. Un renseignement fragmenté. Chaque département détenait une pièce du puzzle, mais refusait de partager l'ensemble de l'image. Les Angels exploitèrent cette division à la perfection. Leur réseau était construit sur les failles juridictionnelles. Quand la police locale saisissait un camion, les documents de propriété renvoyaient vers un autre État. Quand les autorités d'État poursuivaient des suspects, les agences fédérales revendiquaient la priorité. Au moment où la paperasse se réglait, les camions avaient déjà disparu. Les commandants des cartels le comprirent aussi. Ils déplacèrent les opérations vers l'Est, vers des passages plus discrets, se fondant à nouveau dans le bruit du commerce légitime. La DEA rapporta une baisse temporaire des saisies. La réalité était plus simple. Ils regardaient au mauvais endroit. À l'intérieur des bâtiments gouvernementaux, la frustration se tourna vers l'intérieur. Les affaires internes ouvrirent des enquêtes sur d'éventuelles fuites, tandis que les équipes de cybersécurité cherchaient des preuves d'infiltration. Rien de concret n'apparut, pourtant les informations continuaient de s'échapper. Horaires, données de convoi, plans de saisie. Chaque fuite coûtait des vies. Les Angels n'avaient pas besoin de riposter. Ils attendaient simplement que la bureaucratie s'autodétruise. À la fin de cet été, l'application de la loi à la frontière ressemblait à une plaie ouverte, lourdement gardée, continuellement en train de saigner. Chaque agence voulait revendiquer une victoire, mais aucune ne pouvait définir ce que « gagner » signifiait réellement. Le raid avait offert la première véritable vision de l'ampleur de l'Empire. Mais en tentant de le contenir, le système prouva exactement pourquoi il existait. Le crime avait appris à se déplacer plus vite que les institutions créées pour l'arrêter. Argent, immobilier,
et camions. Après le raid, les agences se concentrèrent sur le produit, mais les Angels et leurs partenaires du cartel avaient toujours su que le véritable prix se trouvait dans la trace papier. L'Empire ne se déplaçait pas sur des motos, il se déplaçait sur des registres, des factures et des actes notariés. Chaque caisse de produits chimiques, chaque expédition de pilules, chaque virement bancaire finissait par devenir de la propriété, et la propriété était un camouflage que personne ne pouvait facilement saisir. L'argent provenant de chaque livraison était divisé avec précision. Une part descendait vers le sud comme paiement pour la production. Une portion plus petite finançait les pots de vin, l'équipement et la couverture juridique. Le reste restait aux États-Unis, circulant dans des entreprises de transport, des sociétés de construction et des commerces de détail qui étaient entièrement réels, sauf pour l'origine de leur capital. Un mécanicien à Laredo pouvait réparer de vrais camions pour de vrais clients, mais le loyer de son garage provenait d'une LLC, appartenant à un biker qui possédait également 3 terrains vacants et une participation silencieuse dans une maison d'enchères de voitures d'occasion. Le blanchiment suivait un schéma. D'abord, l'argent liquide était fragmenté en dépôts juste en dessous du seuil de déclaration, 8 ou 9 000 $ à la fois, dispersés dans des banques rurales. Une fois dans le système, il passait par des transactions légitimes, réparation de camions, achat d'équipements, contrat de carburant. Chaque transaction en justifiait une autre, et au moment où l'argent atteignait des comptes d'entreprise, il était aussi propre qu'une paix gouvernementale. Le fret était le déguisement parfait. Les Hells Angels possédaient déjà l'infrastructure, flotte de camions, mécaniciens, répartiteurs. Ils pouvaient déplacer n'importe quoi, n'importe où, et leurs documents correspondaient toujours. Le cartel avait appris que la logistique était un meilleur investissement que la violence. Pour chaque balle tirée, un camion traversait la frontière avec 100 millions de $ de contrebande cachés sous une cargaison légale. L'immobilier arriva ensuite. De petites villes du Texas et de l'Oklahoma virent soudain apparaître des vagues d'investissements. Nouveaux entrepôts, dépôts de pneus, cafés d'air de repos. Chaque achat semblait banal, financé par des prêts garantis par des sociétés écrans partageant la même boîte postale. Ces bâtiments ne stockaient pas seulement des marchandises. Ils blanchissaient la légitimité. Les taxes étaient payées à temps. Les employés avaient une assurance santé. Les inspecteurs ne voyaient rien d'anormal. Lorsque les enquêteurs commencèrent enfin à remonter les propriétaires, ils se retrouvèrent face à un labyrinthe de sociétés de portefeuille menant à des avocats au Nevada, des comptes offshore au Belize et des trusts enregistrés au nom de parents décédés. L'Empire s'était construit une forteresse juridique. La crypto-monnaie ajouta une autre couche. Des spécialistes techniques bikers convertissèrent les profits en monnaie numérique en quelques heures, divisant le flux entre des dizaines de portefeuilles. L'analyse de la blockchain ne révélait des schémas qu'après coup, des transactions fragmentées si finement que leur reconstruction prenait des mois. Pendant que les agences célébraient des saisies dans des entrepôts, l'argent réel continuait à circuler, invisible et imparable. Chaque tentative de saisie d'actifs exposait à quel point le réseau s'était enraciné dans l'économie locale. Ces camions livraient des marchandises légitimes la moitié du temps. Ces commerces employaient de vrais travailleurs. En fermer un revenait à frapper des villes déjà fragilisées. Les Angels s'étaient tellement intégrés que les retirer risquait de provoquer un effondrement économique dans des endroits construits sur leur argent. À la fin de l'année, la Task Force calcula plus de 200 millions de $ de biens saisis. À peine une égratignure dans un empire évalué en milliards. Les camions continuaient de rouler. Les comptes continuaient de respirer. Le système avait appris à se régénérer plus vite qu'on ne pouvait le démanteler. Et derrière chaque registre se trouvait la même signature silencieuse, un emblème rouge et blanc caché dans les documents, invisible pour quiconque ne savait pas quoi chercher. Le coût humain, pendant que les agences comptaient les saisies et retraçaient les transactions,
Le coût humain se multipliait silencieusement dans des villes loin de la frontière. Les ambulances commencèrent à tourner en continu dans des banlieues qui n'avaient jamais vu de surdose auparavant. Les morgues hospitalières se remplirent de victimes qui pensaient prendre des antidouleurs prescrits. Chaque capsule semblait authentique. Chaque victime croyait en l'illusion. La puissance du fentanyl rendait chaque erreur fatale. Il n'offrait pas de seconde chance. Une seule pilule pouvait arrêter la respiration avant l'arrivée des secours. Les autorités locales commencèrent à compter les grappes de surdose par code postal plutôt qu'en cas individuels. Les chiffres doublaient tous les quelques mois, mais chaque statistique réduisait une personne à une ligne sur un graphique. Pour les familles, il n'y avait pas de graphique, juste le silence qui suivait. Des parents trouvaient leurs enfants froids dans leur chambre. Des ouvriers s'effondraient dans les vestiaires d'usine. Des étudiants ne se réveillaient jamais après des soirées du week-end. Le poison, né d'une décision commerciale entre bikers et chimistes, coulait désormais dans des quartiers qui n'avaient jamais imaginé faire partie d'une guerre. Les coursiers portaient également une part du coût. Beaucoup étaient des angels de Baran ou des freelances embauchés pour un trajet payé comptant. Certains ne revinrent jamais. Lorsque des cargaisons disparaissaient, des corps apparaissaient le long des autoroutes, pneus brûlés et identités effacées. La police locale parlait d'accidents, mais la précision racontait une autre histoire. Le message était clair, les erreurs ne seraient pas pardonnées. La dépendance devint un moteur de recrutement. Des villes ravagées par le chômage voyaient les Angels comme des employeurs plutôt que des criminels. Ils offrirent de l'argent pour conduire, entreposer, se taire. Des personnes ayant tout perdu à cause du fentanyl commencèrent à gagner de l'argent grâce au même commerce qui les avait détruites. Le cycle se renforçait. Les consommateurs devenaient travailleurs. Les travailleurs devenaient loyalistes. Les secouristes médicaux faisaient face à une épidémie qu'ils ne pouvaient suivre. L'analoxone sauvait certains, mais le lot suivant était plus fort. Les dealers ne connaissaient plus la puissance de ce qu'ils vendaient. Chaque expédition mélangeait des concentrations différentes, créant une imprévisibilité si extrême que même des addicts expérimentés mouraient instantanément. Pendant ce temps, les agents des forces de l'ordre portaient un autre fardeau. Chaque saisie entraînait des représailles. Des membres de famille étaient menacés. Des adresses divulguées en ligne, des pneus crevés, des animaux de compagnie tués. Les cartels frappaient en silence. Les Angels frappaient loin. La peur devint aussi courante que l'argent. Les communautés tentèrent de résister. Réunions de villes, campagnes de sensibilisation, programmes de traitement. Mais le flot ne ralentissait jamais. Le fentanyl se propageait plus vite que la compréhension. Au moment où un comté réalisait sa crise, les fournisseurs étaient déjà discomptés plus loin. Le coût humain ne se mesurait pas seulement en overdose ou en violence. C'était la confiance, dissoute grain par grain. Les voisins cessèrent de s'entraider. Les familles verrouillèrent leurs portes. Les enseignants gardèrent des doses d'antidotes à côté des feuilles de présence. De petites villes autrefois fières de leur communauté vivaient désormais dans une méfiance constante. Les Hells Angels et les cartels avaient là construit leur empire sur la vitesse et la logistique. Mais ce qui le soutenait réellement était le désespoir. Chaque victime était un client, chaque endeuillé, un recrue potentiel, chaque gros titre, une publicité pour la machine implacable derrière tout cela. Lorsque le gouvernement déclara finalement la frontière sous contrôle, les dégâts avaient déjà pénétré le cœur du pays. Ce n'était plus une histoire texane. C'était un héritage national, payé encore, enterré sous des statistiques. Voix interne. Quand la poussière de l'assaut retomba et que la frontière devint assez calme pour que les journalistes perdent intérêt, les personnes qui avaient vécu à l'intérieur de l'Empire commencèrent à émerger. Non pas comme des témoins cherchant la rédemption, mais comme des survivants d'un écosystème qui dévorait les siens. Leurs récits, filtrés à travers les enquêteurs et les dossiers judiciaires, dessinaient l'anatomie du contrôle.
Sous l'image de chrome et de cuir se trouvait une structure aussi rigide que n'importe quelle organisation militaire. Chaque chapitre avait son rôle: transport, communication, finance. Chaque camionneur fonctionnait selon une horloge synchronisée avec des signaux GPS provenant de serveurs cachés. Si un convoi manquait un point de contrôle, une unité de remplacement roulait avant même que les forces de l'ordre ne s'en aperçoivent. Les conducteurs ne savaient pas ce qu'ils transportaient et les comptables ignoraient pour qui ils travaillaient. La compartimentation rendait la loyauté inutile. L'obéissance suffisait. Les membres décrivaient une hiérarchie tacite où la loyauté achetait la sécurité, non le respect. Les promotions étaient obtenues par la productivité, pas par l'ancienneté. Déplacer le fret efficacement comptait plus que de porter les couleurs fièrement. Le club avait muté en une entreprise déguisée en rébellion. La même transformation se produisait au sud de la frontière. Les opérateurs des cartels, autrefois des exécuteurs armés, étudiaient désormais des feuilles de calcul et des prévisions d'approvisionnement. Leurs armes étaient des contrats de carburant et des autorisations douanières. Chacun avait des quotas à atteindre, des pénalités à éviter et des objectifs de profit qui dictaient sa survie. La violence devint un outil de gestion, non une habitude. Depuis l'intérieur de ces réseaux apparaissaient des fragments d'une vérité plus vaste que ce que l'un ou l'autre camp admettait. Les Angels croyaient utiliser les cartels. Les cartels croyaient utiliser les Angels. Les deux avaient tort. Le système avait évolué au-delà de toute notion de propriété. Il fonctionnait désormais par momentum, alimenté par un argent trop vaste pour être tracé et une peur trop profonde pour être défiée. Les enquêteurs trouvèrent des preuves d'épuisement au sein même du réseau. Des conducteurs disparaissant en plein trajet, des comptables fuyant à l'étranger, des cadres intermédiaires falsifiant des expéditions juste pour ralentir la production. Tous avaient le sentiment que la machine tournait plus vite qu'eux. La pression pour déplacer la marchandise ne s'arrêtait jamais. La demande n'autorisait aucun repos. Quand les agences commencèrent à interroger les anciens participants, la plupart n'étaient plus que des ombres d'eux-mêmes. Certains parlaient de culpabilité, d'autres de survie. Ce qui les unissait était l'épuisement, la reconnaissance que, dès que l'on entrait dans la chaîne logistique, on cessait d'être humain. On devenait une fonction. Chaque récit menait à la même conclusion. L'Empire n'avait pas de chef. Il n'en avait pas besoin. Les Hells Angels, les cartels, les courtiers, les politiciens, ils étaient tous des pièces d'un système qui se maintenait lui-même. En retirer un autre apparaissait. En arrêter 100, il en restait 1000. Les voix internes confirmèrent ce que les statistiques avaient déjà suggéré. La frontière n'était plus un endroit, c'était un processus, autorépliquant et autodéfensif. Un processus qui avait appris à survivre sans croyance, sans loyauté, sans identité. Les suites, l'affrontement entre les Angels et les cartels se termina comme la plupart des guerres, non par une reddition, mais par l'épuisement. Les deux camps perdirent des profits, des hommes, et se fracturèrent de l'intérieur. L'Empire ne s'effondra pas dans les flammes. Il se dissout silencieusement, absorbé par des factions plus petites qui imitèrent de sa structure, mais éliminèrent son histoire. La première vague de représailles balaya la frontière quelques semaines après le raid. Des planques brûlèrent à McAllen et à Reynosa. Des entrepôts explosèrent lors d'accidents suspects. Des corps apparurent dans des canaux d'irrigation, jetés en guise d'avertissement à quiconque continuait de transporter des cargaisons sous le mauvais nom. Pendant quelques mois, le chaos remplaça la coordination. Les cartels se battirent entre eux pour reprendre les routes perdues. Les Angels traquèrent les fuites et les informateurs. Des convois disparurent en plein transport, volés ou détruits par des rivaux. Chaque attaque effaçait davantage de preuves du réseau d'origine. La violence devint une forme de suppression de données. Mais la machine ne s'arrêta pas. Elle changea simplement d'opérateur.
Des firmes logistiques, autrefois dirigées par des bikers, furent vendues à une nouvelle direction. Des affiliés des cartels signèrent des accords silencieux avec des transporteurs indépendants. D'anciens Angels se reconvertirent en consultants, offrant une optimisation de la chaîne d'approvisionnement à des entreprises légitimes. Les logos disparurent, mais la structure demeura. Les forces de l'ordre proclamèrent la victoire lors des conférences de presse, citant des saisies et arrestations records. Derrière le podium, les agents admettaient en privé la vérité. Ils avaient perturbé les couches visibles, pas la fondation. Le pipeline avait trop de points d'entrée, trop de partenaires, trop de motivation. Pour les communautés le long de la frontière, la vie reprit un semblant de normalité. Les entrepôts rouvrirent sous de nouveaux noms. Les mêmes camions passaient, plus propres, mais portant la même promesse de profit. Les habitants n'osaient pas de questions, ils avaient besoin des emplois. L'empreinte économique laissée par les Angels et les cartels était devenue une condition de survie. Les répliques dépassèrent le Texas. De nouveaux corridors s'ouvrirent en Arizona et au Nouveau-Mexique. De petits groupes de bikers comblèrent le vide, formant des alliances temporaires avec des trafiquants régionaux. Aucun n'atteignit l'échelle de l'empire initial, mais tous empruntèrent son modèle. Décentralisation, précision logistique, camouflage financier. Ce qui avait commencé comme une conspiration criminelle devint un modèle pour le commerce moderne. Les Angels avaient prouvé que n'importe quel système pouvait être infiltré, n'importe quelle bureaucratie exploitée, n'importe quelle économie transformée en armes. Les cartels apprirent la même leçon et la perfectionnèrent encore. L'année suivante, les analystes du renseignement alertèrent sur un nouveau phénomène. Des micro-réseaux opérant de manière indépendante mais synchronisés par les mêmes principes qui définissaient autrefois l'opération texane. Aucun commandement central, aucune violence signature, seulement un mouvement perpétuel. La guerre entre les bikers et les cartels était terminée, mais son héritage restait vivant dans chaque camion franchissant la frontière sans être inspecté. Chaque entreprise prospérant trop vite, chaque overdose qui n'atteignait jamais les journaux télévisés. La frontière s'était adaptée, le crime aussi. Le plus grand enjeu, quand la poussière retomba, il devint évident que le Texas n'avait été qu'un terrain d'essai. L'empire qui avait fusionné bikers hors la loi et logistique de cartels avait révélé quelque chose de plus dangereux que des routes de drogue. Il avait montré comment le crime organisé pouvait fonctionner comme une corporation mondiale au sein même du capitalisme légitime. À travers l'Amérique du Nord, des échos de cette même structure commencèrent à apparaître. Au Canada, de petits clubs de motards commencèrent à gérer la distribution de pilules synthétiques provenant du Mexique, utilisant les mêmes méthodes de routage crypté pionnières des Angels. En Europe, les forces de l'ordre interceptèrent des cargaisons de produits chimiques liés à des entreprises autrefois enregistrées au Texas. Des transactions bancaires originaires de Laredo réapparaissaient sur des comptes à Rotterdam et à Hambourg, l'argent blanchi via des consortiums maritimes qui n'existaient plus sur le papier. Le crime organisé traditionnel avait évolué. Le racket de rue des mafias était devenu obsolète. L'ancienne hiérarchie des cartels, parrains, lieutenants, soldats, s'était fragmentée en ce que les analystes appelaient des écosystèmes de trafic distribués. Chaque unité gérait un seul maillon de la chaîne, isolé des autres, mais synchronisé par les données, le timing et l'argent. Le résultat était une efficacité indestructible. Les Angels avaient été le pont entre le chaos et l'ordre, le composant manquant qui avait permis au crime organisé d'imiter la logistique des entreprises légitimes. Ils avaient introduit la discipline, la documentation et la prévisibilité. Ce qui avait commencé comme une rébellion hors la loi avait fini comme une science managériale appliquée aux stupéfiants. Les cartels s'adaptèrent immédiatement. Ils copièrent les modèles opérationnels des Angels en utilisant des groupes locaux par procuration, des syndicats de transport en Amérique centrale, des courtiers au Canada,
et des facilitateurs d'approvisionnement intégrés dans les couloirs de fret américains. En supprimant la personnalité et en la remplaçant par le processus, le sous-monde accomplit ce que les entreprises mettent des décennies à perfectionner. Une évolutivité durable. Les gouvernements n'étaient peut-être pas prêts pour un crime fonctionnant sans visage. Arrêter des trafiquants faisait les gros titres, mais ne ralentissait pas le système. La machine était auto-réparatrice. Lorsqu'un conducteur disparaissait, un autre se connectait. Lorsqu'une LLC fermait, une autre s'enregistrait en ligne en quelques minutes. Ce n'était plus une organisation, c'était un algorithme. Le constat global était clair. La frontière était devenue inutile. Ce n'était plus la géographie qui définissait le champ de bataille, mais la connectivité. Les mêmes serveurs gérant le fret texan pouvaient coordonner des expéditions à travers l'Atlantique. Les portefeuilles crypto effaçaient les distances physiques. Chaque nouvelle réglementation gouvernementale créait de nouvelles failles à exploiter. Chaque couche de bureaucratie ajoutait une couche d'invisibilité pour ceux qui savaient la transformer en arme. Les Angels n'étaient plus seulement un club de motards. Ils étaient le prototype d'une nouvelle ère criminelle. Leur chute au Texas n'était pas une fin, c'était un manuel. Une leçon écrite en logistique, adoptée par les forces mêmes qui les avaient remplacés. La frontière n'arrêta pas le commerce, elle le redirigea. L'empire qu'ils avaient construit s'était fracturé, mais son design survécut, copié, automatisé, multiplié à l'échelle des continents. Dans la vision d'ensemble, la confrontation texane n'était pas seulement une histoire criminelle. C'était un miroir reflétant comment la civilisation elle-même avait rendu le trafic inévitable. Les outils qui avaient rendu le commerce efficace, vitesse, connectivité, dérégulation, avaient aussi rendu les économies criminelles impossibles à stopper. Politique et avenir de la frontière. Après le Texas, Washington se précipita pour trouver des réponses. Des comités se formèrent, des task forces s'élargirent et des déclarations envahirent les journaux, chacune promettant un contrôle renforcé. Mais le contrôle n'était pas le problème. Le véritable enjeu était la conception. La frontière avait été bâtie pour un monde qui n'existait plus. Elle fonctionnait comme un poste de contrôle, pas comme un écosystème. Chaque inspection, chaque ligne de formulaire, chaque agence chargée de l'application de la loi opérait comme si nous étions encore au XXe siècle, époque où les criminels faisaient passer des marchandises en traversant les lignes, plutôt qu'en les tissant à travers le commerce lui-même. Les Angels et leurs partenaires avaient exposé la faille, une frontière policiée par la géographie mais contournée par le processus. La réforme commença par la visibilité. Les analystes poussèrent pour des bases de données unifiées, reliant les systèmes logistiques, fédéraux, étatiques et privés. Le suivi du fret devint numérique. Les douanes adoptèrent un dépistage IA pour détecter les anomalies de cargaison. Les banques furent soumises à de nouvelles règles anti-blanchiment, exigeant des rapports en temps réel sur les dépôts inhabituels. C'était un progrès sur le papier. En réalité, les changements étaient lents et les trafiquants plus rapides. Les décideurs se retrouvèrent face à un dilemme. Chaque nouvelle règle accablait les entreprises légitimes, tandis que les criminels s'adaptaient instantanément. La frontière n'était pas seulement poreuse aux drogues, elle était poreuse à la bureaucratie. Chaque couche de paperasse créait des intermédiaires, des sous-traitants et des failles propices à l'exploitation. Les fermer nécessitaient une collaboration que les gouvernements atteignaient rarement. Les agences de renseignement partageaient peu. Les juridictions s'affrontaient. La coopération internationale dépendait de la politique. Et, pendant que les autorités débattaient des définitions, le flux des produits continuait, ininterrompu et presque invisible. La leçon devint impossible à ignorer. Stopper le crime à la frontière était impossible sans réparer ce qui se trouvait au-delà. Les économies locales dépendaient du volume commercial que les trafiquants exploitaient.
Les mêmes camions transportant du fentanyl transportaient aussi le poumon économique de la région. Produits agricoles, carburants, biens manufacturés. Fermer les routes reviendrait à affamer les communautés aussi sûrement que la drogue. La seule défense viable était l'intégration, non des murs, mais de l'information. Le partage de données en temps réel entre agences, la transparence transfrontalière entre gouvernements, une surveillance financière traitant chaque dollar comme un code traçable plutôt que du papier. Une frontière numérique, pas physique. Mais cela exigeait de la confiance, et c'était la seule monnaie que les institutions impliquées ne possédaient plus. L'avenir de la frontière dépendait d'une vérité inconfortable. L'application de la loi seule ne suffirait jamais. Tant que l'économie resterait déséquilibrée, quelqu'un reconstruirait toujours la prochaine version de l'Empire. En réponse, de nouvelles initiatives émergèrent discrètement. Audit logistique spécialisé. Traçabilité blockchain pour les chaînes d'approvisionnement. Partenariat entre firmes technologiques et autorités frontalières. Rien ne promettait de miracle, mais tout indiquait un changement, du réactif vers l'anticipatif. L'empire des Hells Angels avait forcé une prise de conscience. La frontière ne pouvait plus être traitée comme une ligne sur une carte. Elle devait être considérée comme un circuit vivant, nécessitant un calibrage constant. Reste à savoir si les gouvernements apprendraient assez vite. Ce qui n'était pas incertain, c'était ceci. L'histoire texane avait prouvé que le crime moderne n'avait pas besoin d'armes pour conquérir des nations. Il lui suffisait de paperasse, de patience et d'un timing parfait. Et sur ce terrain-là, il gagnait encore. L'image qui hante. Dans chaque dossier majeur, il existe une photographie qui devient l'encre de l'histoire. L'image à laquelle les enquêteurs reviennent lorsque les rapports commencent à se confondre. Pour l'opération de la frontière texane, cette image provenait de la dernière frame d'un drone de surveillance qui tournait autour du complexe de Zapata la nuit du raid. La vidéo, horodatée 04-1932, montre un homme debout, seul, à côté d'un semi-remorque en feu. Personne ne l'a jamais identifié. Il ne figurait ni parmi les arrestations, ni parmi les morts. Le capteur thermique du drone avait capté la signature de chaleur de son corps, immobile au milieu du chaos. La lumière du feu se reflétait sur son casque avant qu'un grésillement n'avale le flux. La caméra n'a jamais rétabli la connexion. Ce fragment devint le fantôme de l'enquête, le symbole de tout ce qui refusait d'être contenu. Pour les agents qui l'étudièrent, ce moment représentait l'effondrement du contrôle. Peu importait que l'homme soit un angel protégeant le dernier chargement ou un sicario de cartel détruisant des preuves. Ce qui importait, c'était ce que l'image révélait, une silhouette humaine écrasée par la machine qu'elle avait aidé à construire, la regardant brûler en comprenant qu'elle ne mourrait jamais. Cette frame circula discrètement parmi les membres de la task force. Elle n'apparut dans aucune présentation, dans aucun rapport, mais resta en fond d'écran et sur les murs des bureaux, rappel privé que même dans la victoire, ils n'aperçurent qu'un engrenage en mouvement. Derrière ce feu, des centaines d'autres entrepôts attendaient. Des milliers d'autres camions tournaient au ralenti. Des milliards de dollars continuaient de circuler en secret. Chaque empire laisse un écho. Le leur était la fumée s'élevant au-dessus de la frontière, le bruit des moteurs disparaissant dans l'obscurité. Ce n'était pas la fin d'une histoire, c'était une continuation écrite en cendres. L'image perdure parce qu'elle capture une vérité plus vaste que le crime lui-même. La frontière n'est jamais silencieuse. Elle ne fait que marquer une pause entre deux évolutions. Les camions rouleront de nouveau. Les laboratoires bourdonneront encore. Les routes changeront, les noms aussi. Mais la flamme sur cette photo, ce bref éclat de destruction et de défi, reste éternelle. Cette figure solitaire près du feu devint le symbole d'une génération de trafiquants et d'exécuteurs qui réalisèrent trop tard que les systèmes qu'ils servaient les avaient dépassés. Dans l'éclat de ce camion en flammes, la distinction entre hors-la-loi et homme d'affaires, entre criminel et rouage, disparut totalement.
L'image hante parce qu'elle est une prophétie, un aperçu de ce à quoi ressemble tout empire moderne, lorsqu'il se voit enfin clairement, l'espace d'un instant, avant que la fumée ne referme le voile. L'épilogue, des mois après les derniers raids, le désert avait avalé l'épreuve. Les complexes furent rasés, les camions vendus aux enchères. Les affaires judiciaires s'enlisèrent dans des motions et des appels jusqu'à ce que l'attention publique disparaisse. Mais le système qui les avait créés ne cessa jamais de tourner. Le fret continua de circuler dans les deux sens. 30 000 chargements par jour, chacun une opportunité. Les contrôles douaniers devinrent plus rapides, pas plus stricts, sous la pression du commerce. Les algorithmes d'inspection détectaient les anomalies, mais ne pouvaient distinguer le commerce légal de son imitation criminelle. La différence entre le normal et l'illégal était devenue trop fine pour être détectée. Les chartes sudistes des Hells Angels se dissoudrent officiellement, mais d'anciens membres réapparurent sous de nouveaux noms d'entreprises. Leurs tatouages disparurent sous des costumes, mais leurs instincts restèrent. Efficacité, vitesse, silence. Ils n'avaient plus besoin de couleurs pour revendiquer du pouvoir. Leurs entreprises fournissaient désormais du conseil logistique, de l'optimisation de routes, du suivi de flotte, les mêmes outils autrefois utilisés pour transporter du poison, maintenant vendus aux industries légitimes. Les cartels s'adaptèrent aussi. Ils se décentralisèrent davantage, sous-traitant tout, chimie, transport, blanchiment, à des cellules indépendantes. Ils n'avaient même plus besoin de loyauté, seulement de fiabilité. Le crime avait atteint l'automatisation totale. Pour les habitants de la frontière, rien ne changea, sauf les étiquettes. Les camions roulaient toujours la nuit. Le bourdonnement des générateurs résonnait encore dans des zones industrielles qui ne fermaient jamais. Parfois, de nouvelles rumeurs surgissaient, convois inexpliqués, investisseurs payant en liquide, entrepôts gardés par des hommes silencieux. Les locaux apprirent à ne pas poser de questions. Tout le monde avait besoin de travailler. Au sein des forces de l'ordre, les jeunes agents étudiaient le dossier. Les vétérans l'appelaient « celui qui n'a jamais pris fin ». Ils savaient mieux que de célébrer des arrestations. L'Empire n'était disparu que de nom. Son architecture vivait encore, disséminée. La crise du fentanyl se propagea hors de tout contrôle. Les statistiques de surdose remplacèrent les reportages. Les politiciens faisaient de campagne sur la réforme, mais les réformes ne pouvaient rivaliser avec la chimie. Les drogues synthétiques évoluaient plus vite que la législation. Chaque nouvelle restriction créait une variante. Chaque interdiction ouvrait une faille. En 2025, l'opération Texan était déjà devenue de l'histoire, citée dans les rapports comme le moment où l'Amérique comprit que la frontière ne pouvait pas être combattue. Elle devait être gérée comme un système vivant. Mais gérer signifiait compromis, et compromis signifiait survie. Quelque part dans le désert, des camionneurs se rassemblent encore la nuit, leurs phares découpant la poussière, moteurs tournant à l'unisson. Ils ne portent pas de patch, ils n'en ont plus besoin. Leurs routes, leurs cargaisons, leurs paiements suivent des schémas nés dans ces entrepôts disparus. La frontière a appris à vivre avec le fantôme de l'Empire. Elle respire avec lui, le cache, le nourrit. Chaque checkpoint, chaque base de données, chaque voiture de patrouille poursuivant une ombre est la preuve que le système perdure. Et sous ce bourdonnement incessant des moteurs, sous l'illusion de l'ordre, le feu de cette vieille vidéo de drone brûle encore. Invisible, éternel, reflété dans le chrome d'un camion filant vers le nord dans la nuit.